Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur l'instant débat et information. Bienvenue sur le grand plateau. Plus de 150 000 enfants ont disparu dans le contexte de la crise anglophone. Alors que la situation de la crise dans le Nozo ne s'est pas améliorée sur le terrain, cette crise se prépare à connaître sa deuxième élection présidentielle sans que les revendications et les violences aient été véritablement apaisées. Au moins 7 personnes, dont un gendarme et des combattants séparatistes, ont été tués lors d'attaques distantes survenues ces dernières 72 heures dans la région du Nord-Ouest. Un combattant séparatiste a été brûlé vif à Bamessing en représailles à la découverte du corps sans vie d'un gendarme sur la route après des semaines de captivité. Ces incidents surviennent quelques jours seulement après le départ du Premier ministre Joseph Diangouté et de dizaines de ministres de Bamenda, où ils ont évalué la phase d'élaboration du plan présidentiel de reconstruction des régions anglophones touchées par la crise. Et dès le début de la session d'évaluation du PPDR, les statistiques énoncées par le coordonnateur Paul Tasson ont révélé que plus de 150 000 enfants sont portés disparus depuis le début de la crise. L'urgence commande de trouver une solution durable pour restaurer la paix dans ces zones en crise. Depuis 2019, des efforts internationaux et locaux ont été déployés pour encourager un dialogue inclusif, mais la situation demeure tendue. La crise continue d'impacter la stabilité régionale, le développement économique et la vie quotidienne des populations concernées. La résolution de cette crise qui se prépare à connaître sa deuxième élection présidentielle reste donc un défi majeur pour la paix et la stabilité du pays. Le grand plateau de ce soir essaiera donc de mettre en lumière la situation de ces plus de 150 000 enfants disparus depuis le début de la crise. Mais avant le débat, voici le journal. Accident grave dans le sud-ouest. Au moins 12 personnes ont perdu la vie ce jour à Ekona, dans le département du Fako, de suite d'accidents de la circulation. Un minibus de 18 places est entré en collision avec un camion et le choc très violent est à l'origine de ces pertes en vies humaines. Un autre accident déplorable enregistré sur nos routes. Nous reviendrons sur cet accident avec plus de détails dans nos prochaines éditions d'information. Crise anglophone, au moins 7 personnes, dont un gendarme et des combattants séparatistes, ont été tués lors d'attaques distantes survenues en 72 heures dans la région du Nord-Ouest. Un combattant séparatiste a été brûlé vif à Bamessing en représailles à la découverte du corps sans vie d'un gendarme sur la route après des semaines de captivité. Ces incidents surviennent quelques jours seulement après le départ du Premier ministre Joseph Diangouté et de dizaines de ministres de Bamenda, où ils ont évalué la phase d'élaboration du plan présidentiel de reconstruction donc des régions anglophones touchées par la crise. Faune René Marquez nous en dit plus. Some parts of the Northwest region have witnessed cases of bloodshed amid the ongoing armed conflict. This development comes days after the departure of the Prime Minister, head of government, Joseph Diangouté, and some cabinet ministers who were present in Bamenda to assess the reconstruction phase of the presidential plan in Ndop, Ngoketunja Division. The lifeless body of a gendarme officer kidnapped on June 24, 2025 by separatist fighters was found at mile 25, according to sources. The killing of the gendarme angered his colleagues, who launched the crackdown in the Bamising village, tracking and killing 2 suspected separatist fighters, with one of them reportedly roasted. The corpses of these separatists were later displayed for public view. Prior to this incident, the senior divisional officer of Ngoketunja, Ketong Henderson Konge, had ordered the arrest of 7 persons, including 2 infants, who were related to the separatist warlord who kidnapped the gendarme officer. At the time of this report, the arrested individuals were still in detention, according to sources on the ground. Meanwhile, separatist fighters have imposed an indefinite lockdown in Ndop to pressure the SGO into releasing the family members of their colleague.
In the Mizam division, unknown gunmen reportedly opened fire on a popular drinking spot in Maitungkwen near the New Road Junction in the Bamenda 3 subdivision. Sources say 2 persons were gunned down following the gunfire, while others who sustained bullet wounds are receiving medical care. Shortly after the incident, at least 4 separatist fighters, including a woman, were shot dead and their bodies were discovered near the Ntasen Bridge in Kwen. La délimitation du village Kochankap pour le séparer du village Ngwen-Moni a suscité le mécontentement des populations dans l'arrondissement de Koutaba, région de l'Ouest Cameroun. Elles accusent l'autorité administrative de procéder à une mauvaise délimitation de leur village, tandis que le sous-préfet de cet arrondissement reproche à Sa Majesté Soulé Monchikpo d'avoir vendu les terres utilisées pour l'élevage par la communauté Mbororo installée dans cette localité depuis longtemps. Lors de la fixation des limites des 2 villages, à savoir Ngwen-Moni et Kochankap, la communauté Mbororo a réclamé son rattachement au nouveau village. Franck Duroc Tassonkeng, un reportage. Pour la seconde fois, en l'espace d'un mois à printemps, les populations de Kounchakap, un village de l'arrondissement de Koutaba, département du Noun, ont pris d'assaut la voie publique pour s'opposer à ce qu'elles qualifient de mauvaise délimitation de leur territoire. Mais sauf que nous n'avons pas compris cette volonté manifeste de la part des pouvoirs publics, bien sûr, à faire en sorte que 85% des populations des âmes qui vivent à Kochankap soient reculées sur une superficie de moins de 12 km². Tandis que cette entité nouvellement créée absorbe elle seule, d'ailleurs qui ne compte pas plus de 400 âmes, absorbe à elle seule plus de 85% des terres. C'est donc ça l'objet de la revendication des fils de ce village. Des barricades ont été érigées, des pancartes affichées indiquant clairement les raisons de leur manifestation, paralysant l'Ars Massangam, Kounchakap. D'après le chef de ce village, cette vive tension est due. Le problème c'est quoi? Le problème est que comment se fait-il que le village nouvellement créé est tellement large par rapport à l'ancien village? Or, nous vivons de l'agriculture. Nous n'allons pas accepter qu'on rejette la population de Kochankap, qu'on repousse la population de Kochankap qui se résigne sur elle-même sans plus avoir des terres cultivables au profit de l'élevage. Cette version des faits est totalement réfutée par l'autorité administrative que nous avons contactée. Selon le sous-préfet de Koutaba, la répartition a été faite conformément à l'arrêté qui crée cette nouvelle chefferie datant de 1983. La communauté minoritaire Bororo, ajoute-t-il, qui vit essentiellement de l'élevage, a réclamé son rattachement au nouveau village plutôt qu'au village Kounchakap, invoquant des raisons telles que la vente des terres et les brimades de l'auxiliaire de l'administration. Aux dernières nouvelles, cette communauté aurait adressé une lettre au gouverneur de la région de l'Ouest et même au MINAT pour solliciter leur arbitrage. À suivre. En sécurité à présent, un opérateur de téléphonie mobile a été brutalement tué de sang-froid dans le quartier de New Bell à Douala, tard dans la nuit de dimanche à lundi. Ce meurtre a suscité une vive condamnation de la part du syndicat national des opérateurs de téléphonie mobile qui réclame désormais une protection renforcée et la fin de la vague de violence visant ses membres. Fandroné Marquez. Persons who witnessed the brutal killing of Haruna Panfemo by unknown armed men last night at the Newbell neighborhood precisely at Ancien Etage recount that he was attacked by armed individuals on board a motorbike at about 10:30 p.m. who stabbed him and made away with an estimated sum of 2 million CFA francs. Lorsqu'il ferme sa boutique, comme d'habitude, il part chercher sa femme qui n'est pas loin de là où il exerce son activité. Malheureusement, les malfrats avaient déjà tout prévu. Les malfrats sont descendus à bord de la moto, l'homme sauvagement poignardé, arraché la sacoche qu'il avait. Toute cette scène s'est déroulée devant les yeux de sa femme meurtrie qui coule en larmes jusqu'à présent. Reacting to the gruesome killing of their colleague,
The National Syndicate of Mobile Money Operators has condemned the killing, calling for protection for their partners while lamenting the recurrent acts of violence they encounter in their line of duty. Nous attendons des opérateurs de transfert d'argent une implication dans notre activité parce que nous sommes délaissés par ces opérateurs de transfert d'argent. La preuve, un de nos confrères est décédé. Ils ne sont indignés en rien sur le fait qu'un partenaire a rendu l'âme dans ses activités. Nous demandons plus de considération des opérateurs et plus de respect des fournisseurs et des opérateurs de transfert d'argent. Nous ne sommes pas considérés, nous ne sommes pas impliqués dans les décisions, nous sommes délaissés à nous-mêmes parce que nous ne sommes pas importants à leurs yeux. Normalement, ils doivent chercher comment même communiquer avec les gendarmes ou les policiers pour faire patrouille même chaque moment. Même apparaître n'importe où il fait les patrouilles, ça va nous servir. Parce que ça va donner envie de rester jusqu'à 1 heure, 2 heures, parce qu'il y a des gens qui ont envie de faire les retraits, les dépôts, apparaître parfois. Oui, c'est très important. The syndicate members, through the voice of Ituni Jean-Jacques, are appealing to the administrative, judicial and security authorities to investigate the ceaseless violence and killings meted out to mobile money operators. These mobile money operators say that aside from insecurity being the main problem they face, they are also pressured by council elements, customers and others. Il y a l'insécurité, il y a la pression de la commune urbaine de Douala, il y a la pression des agents de la mairie, il y a les impôts. Haruna has been transferred to his native Fumban village for burial as demanded by the Muslim custom and tradition. Minute présidentielle. La propagande est le sujet de ce 33e numéro des Minutes présidentielles. Dans les jours à venir au Cameroun, la propagande va s'intensifier au sein de l'opinion, dans les médias et sur les réseaux sociaux. En période électorale, elle passe presque inaperçue, sauf pour les personnes averties qui savent qu'elle est spécialement conçue pour atteindre des objectifs précis, à savoir faire croire et accepter à l'opinion une idée ou l'image d'une personne par les techniques bien choisies. Voici la présentation de Roland Tapi. La propagande est définie comme un ensemble de techniques de persuasion mises en œuvre pour propager par tous les moyens disponibles une opinion ou une idéologie. Ces techniques sont exercées sur une population afin de l'influencer, voire de l'endoctriner. Les moyens utilisés peuvent être des affiches, tracts, réseaux sociaux, articles de presse, émissions, livres ou films. À l'origine, on parlait de propagation au XVIIe siècle quand, dans un contexte de vivification de la foi chrétienne, des missionnaires sont envoyés de Rome dans des pays du monde entier pour propager l'évangile. Le mot se charge d'une connotation péjorative au cours du XXe siècle, partiellement d'abord lors de la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle les États engagés dans le conflit abusent du contrôle de l'information et du bourrage de crâne, puis définitivement après le Second conflit mondial et la défaite des États totalitaires qui institutionnalisent la propagande au sein de l'appareil étatique. L'existence sous le Troisième Reich en Allemagne d'un bureau de la propagande sous la direction de Joseph Goebbels comme ministre de la propagande contribue durant la seconde moitié du XXe siècle à renforcer l'image négative du terme. On dirait que depuis lors, toute activité politique n'est que propagande, en période de pré-campagne ou de campagne notamment. Pour l'élection présidentielle de 2025 et comme pour les autres d'ailleurs, quand les candidats seront retenus et la liste définitive publiée, en attendant la campagne électorale qui devra commencer 15 jours avant l'élection, les quartiers généraux des campagnes seront alors occupés à produire les objets de propagande dont l'objectif sera de frapper les consciences et surtout faire gober l'idée que tel candidat est le plus beau, efficace, celui qui peut apporter les solutions aux problèmes quotidiens. Dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans la rue, les marchés, des images et des messages seront diffusés, chacun selon ses moyens, vantant les mérites des uns et des autres. Il faut noter cependant que dans l'évolution du langage, syndicats et partis politiques continuaient jusqu'à la fin des années 1970 à faire figurer dans leurs organigrammes des sections propagande jusqu'à ce que l'expression communication politique remplace ce terme devenu extrêmement négatif car lié à la notion de totalitarisme.
En clair, ce qui est aujourd'hui appelé communication politique n'est en réalité qu'une version policée de la propagande avec les mêmes objectifs, bourrer les cerveaux des populations avec les idées dont la véracité n'est toujours pas prouvée. Mais là, on est en politique et tous les partis politiques recourent à la méthode, sans exception. Minute présidentielle. Transform Action, dévoilement d'un nouvel ouvrage pour accompagner la croissance des entreprises. Transform Action, un nouvel ouvrage écrit par le docteur Roland Kwemen et Emile Singé a été dévoilé lors de son lancement il y a quelques jours. Il promet d'être une ressource précieuse pour les entreprises en quête de solutions à leurs défis, s'appuyant sur les 15 années d'expérience et les réussites des auteurs. Olivier Foto et Nickel Tiwa étaient présents au lancement. Suivons plutôt. The book Transform Action was launched by the founder and director general of Go Ahead Africa, Dr. Roland Kwemen and Emile Singé. According to the authors, the 390-page book draws from the success story they have accumulated over the 15 years existence of their cabinet. I've been very fortunate to train and work with more than 80 companies. Now, we saw that 65 to 70% of the reason why we were called by this company were essentially on change management. They want to change the strategy, they want to change maybe the structure, they want to change something, and they are having challenges because the human factor in the process is so capital. We came with this book. We interviewed 11 CEOs that shared their experience, the challenges that they faced when they wanted to do a change, how did they overcome it, and what are the advices. So we have them. Then we also share our methodology. Emile Singé described this masterpiece as a tool to solidify enterprises. Encourager les managers à fouiller dans nos cultures, à faire un retour aux sources est véritablement une clé indispensable pour que nos organisations soient fortes, stables et surtout qu'elles puissent se projeter et devenir des organisations dominantes qui peuvent avoir pignon sur rue partout dans le monde parce qu'elles ont un ancrage sur la culture et les valeurs africaines. Attendees at the book launch, such as Alain Fonin, were excited about the valuable content the book would bring. Je pense que l'auteur a apporté des spécificités africaines dont il faut tenir compte au moment de la conduite du changement dans les entreprises. De l'autre côté, c'est également une interpellation à nous tous par rapport à notre position de leader, que ce soit en entreprise, que ce soit en famille également. Quelles sont les attitudes qu'on doit avoir, les aptitudes qu'on doit avoir, comment essayer de faire en sorte, comme on dit, leading by example. On doit être exemplaire lorsqu'on est un leader pour pouvoir véritablement impulser un changement dans l'entreprise. The authors believe that Transform Action will serve as a valuable resource for companies seeking answers to their problems. Ce qu'on appelle les préjugés favorables et défavorables. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. La reconstruction des infrastructures dans les régions en crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest vaut-il la peine d'être priorisé quand des milliers de victimes de ce conflit armé sont sans assistance humanitaire et prises en charge psychosociale pour avoir été traumatisées par la violence des combats et l'assassinat de leurs proches? Des milliers de familles vivent avec des séquelles de la disparition de leurs enfants sans que les parents ne sachent si leurs progénitures sont mortes ou sont encore en vie. Les blessures sont si profondes au regard de plus de 150 000 enfants qui ont été arrachés à leur cercle familial dans des circonstances troubles et parfois effroyables. Si 154 milliards de francs CFA sont alloués à cette opération de reconstruction, combien de cet argent est consacré à la prise en charge de tous les déplacés internes et réfugiés au Nigeria? Tentative de réponse avec Jean-Paul Chouniat. Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, près de 150 000 enfants sont portés disparus de l'éclatement du conflit armé en 2017
jusqu'à ce jour, a révélé le ministre délégué Paul Tasson lors de la tenue de la session du comité de pilotage du plan présidentiel pour la reconstruction de cette partie du pays, économiquement et surtout socialement dévastée depuis 8 ans. Un chiffre qui fait froid au dos pour ces milliers d'enfants soustraits de la construction de l'avenir de leur pays, le Cameroun, sans que personne ne sache quelle direction et destination toutes ces âmes innocentes sont allées. Certains de ces enfants sont morts, assassinés, d'autres introuvables, tous victimes d'une crise sociopolitique tombée au-dessus de leur tête et qui a causé des fractures sociales énormes, avec des milliers de membres de plusieurs familles séparés à jamais. Avec près de 800 000 déplacés internes dans presque toutes les villes du Cameroun, plus de 68 000 réfugiés au Nigeria voisin et des milliers de morts enregistrés, les enfants ne peuvent qu'être portés disparus dans un tel environnement de périple sans fin vers des destinations inconnues. À ces centaines de milliers d'enfants disparus ou déconnectés de leur cercle familial, pour une raison ou pour une autre, il faut compter plus de 200 000 autres enfants privés d'éducation sur les 246 354 élèves recensés en fin d'année 2024 par OCHA, le Bureau de coordination des actions humanitaires des Nations Unies au Cameroun. Ainsi, au plan humanitaire, la situation est catastrophique. Des milliers d'enfants, garçons et jeunes filles errent partout, livrés à la consommation des stupéfiants, la prostitution et l'esclavage sexuel, tous traumatisés par une guerre qui les a plongés dans la précarité et une promiscuité sans nom depuis des années. Doté d'un plan présidentiel de 154 milliards de francs CFA pour rebâtir et équiper les régions du nord-ouest et du sud-ouest en infrastructures sociales de base, pour une économie locale reflorissante, l'action du gouvernement est louable. Mais combien de tous ces milliards de francs CFA sont alloués à la reconstruction morale et psychosociale de tous ces enfants, hommes et femmes, traumatisés par 8 ans d'un conflit armé qui continue de faire des victimes dans cette partie du pays jusqu'à l'heure qu'il est? Crise anglophone au fil des élections présidentielles, c'est donc le sujet au menu du grand plateau de ce soir. Et j'accueille donc nos invités qui sont avec nous. Alex Gustave Azebazé, journaliste, observateur de la scène politique, analyste politique, pardon. Alex Gustave, bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir une fois de plus. C'est le mien aussi. Je dis bonsoir à vos autres invités. Je dis surtout bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Et en face de vous, David Moukoudi, vous êtes un défenseur des droits humains pour l'ONG, l'organisation non gouvernementale Un Monde à Venir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de l'invitation. Je dis bonsoir aux co-discutants du soir. Également bonsoir aux Camerounais qui nous suivent au Cameroun et de par le Cameroun à travers Balafon TV ce soir. Nous sommes heureux de vous accueillir. David, à vos côtés, maître Calvin Diop, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, vous êtes avocat du RIDAC et vous êtes souvent allé sur le terrain dans le cadre de cette crise anglophone. Bonsoir maître Calvin Diop, bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir à mes copanélistes. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Bonsoir à l'ensemble de vos téléspectateurs et c'est un réel plaisir d'être là. Docteur Richard Etoquet, aujourd'hui vous ne porterez pas la casquette d'un politique, c'est vrai que vous êtes du Mandem et du groupe de Douala, on veut bien entendre l'acteur de la société civile puisque vous n'êtes pas engagé dans des actions politiques directes avec la présidentielle, peut-être réunir les partis politiques. Docteur Richard Etoquet, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Madame Tada, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir à mes companélistes. C'est toujours un plaisir de venir parler des choses, je ne dirais pas de la cité, mais de tous les problèmes qui minent notre pays, d'en discuter, d'échanger pour instruire le public, et qu'il y ait une connaissance propre. Ouais. Alors, c'est vrai que nous sommes sur un plateau formel. J'ai toujours envie de dire Aga. Alex Gustave Azebazé, vous êtes plus connu comme Aga. Alors, quelle est la situation humanitaire de cette crise d'après vous et que représente-t-elle? Si je vous disais que je connais de manière précise l'ampleur de la situation humanitaire, je vous aurais menti, parce qu'en termes de chiffres, en termes de données officielles, vous savez très bien qu'il y a un débat entre les données diffusées par les organisations humanitaires et celles diffusées par le gouvernement.
Je préfère dire le gouvernement. Ouais. Parce que quand on dit l'État, ça ne renvoie à personne, souvent dans notre contexte. Mais du peu que j'en sais, est-ce que c'est une crise qui nous a déjà coûté 6 000 morts, 6 000 personnes, 6 000 vies, aussi bien du côté des populations civiles que des éléments des forces de sécurité, ce qu'on peut appeler les forces officielles. C'est pratiquement 800 000 déplacés internes, c'est-à-dire les personnes qui ont quitté leur zone traditionnelle de résidence, leur famille, leur cadre de vie. Ils ont perdu leur cadre de vie. Ils ont été contraints de partir. Ils ont été contraints de partir pour des raisons de sécurité, pour des raisons de sécurité et tout le reste. C'est pratiquement 500 000 réfugiés dans le pays voisin, dont le plus important c'est le Nigeria. C'est des dégâts économiques et sociaux extrêmement importants, aussi bien en termes de destruction du cadre de vie, même les personnes qui se forcent à y aller, à retourner ces dernières années, dans l'apparence de retour à la paix telle que nous le disent souvent nos autorités, il nous revient que aucune maîtrise de la situation sécuritaire n'est assurée. Évidemment, on est en année électorale. Nous, quand j'en parle en tant que journaliste, mais davantage en tant que citoyen qui suit de très près les procédures publiques, je fais partie de ceux qui pensent que l'élection présidentielle, c'est sans doute un moment, comme les autres élections, c'est un moment où on devrait mettre au cœur de la discussion publique en termes de projection, mais aussi de bilan. Une question aussi grave, parce que, voyez-vous, il y a des acteurs politiques au Cameroun aujourd'hui qui ont pu exprimer des positions politiques entre 2018 et 2020-2022 relativement à cette crise qui s'est plus ou moins en guerre civile intérieure, même si on ne le dit pas, et qui a des conséquences énormes sur l'équilibre social et politique. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont mal représentées au plan démocratique. On va insister sur les conséquences tout à l'heure, Alex, mais permettez qu'on ouvre par des chiffres. Hein, et je préfère m'adresser à David Moukoudi. Un monde à venir est très présent sur le terrain, du moins dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. D'après vous, que représentent les chiffres aujourd'hui? Quelle est la situation humanitaire sur le terrain? Non, je pense que comme l'aîné le disait tout à l'heure, Gustave Alex Azebazé, les chiffres de manière exacte, les données, nous ne pourrons pas les donner parce que la situation est telle qu'il y a des situations connues qui sont largement diffusées, mais il y en a aussi qu'il y a d'autres données des scènes qui se passent dans les tréfonds des villages que personne ne peut y arriver pour les questions d'insécurité et du coup il est souvent difficile d'avoir des informations, les données assez exactes venant de ces localités-là. Et donc, pour ce qui est des chiffres, ce que OCHA a donné, ça c'est de manière un peu plus ou moins sensible, puisque à notre niveau également, seulement sur le premier semestre 2025, c'est-à-dire de janvier à juin de cette année, on compte plus de 200 personnes déjà qui ont été assassinées dans ces deux régions-là. Et il y en a plus d'une cinquantaine qui ont été enlevées, d'autres qui restent encore disparus jusqu'à présent. On a plus d'une 35 qui sont en détention arbitraire et illégale, parce que parmi eux, il y a des nourrissons, il y a des petits-enfants de 3 mois, de 2 ans. D'ailleurs, le 24 juin dernier, il y a 2 femmes qui ont été arrêtées par les éléments de force de défense et de sécurité qui sont soupçonnées d'être de connivence avec les groupes armés séparatistes qui sévissent dans ces régions-là. Et elles ont été arrêtées avec leurs enfants, leurs nourrissons. Ouais. Une a été prise avec son nourrisson de 3 mois, l'autre également qui avait un nourrisson de 2 mois.
Et jusqu'à présent, ils sont encore détenus. Ils n'ont pas encore, ces personnes n'ont pas encore été libérées. Donc c'est pour dire que nous n'allons pas nous limiter seulement sur les chiffres, mais il y a d'autres situations encore plus graves qui se passent sur le terrain. Maintenant, l'autre chose aussi qu'il faut relever, c'est que la situation s'est tellement enlisée qu'aujourd'hui, elle n'est plus sous contrôle de l'ordre gouvernant, parce que même des personnes qu'on pensait, qu'on taxait hier d'être des séparatistes qui s'aimaient tout ce désordre là-bas, il se trouve aujourd'hui qu'il y a des personnes non identifiées dont on ne connaît pas la provenance, qui commettent des actes. Et comme elles ne sont pas identifiées, on ne sait pas d'où elles sortent, d'où est-ce qu'elles viennent et pourquoi est-ce qu'elles enlèvent les gens. Qu'est-ce que vous dites, David Moukoudi, à l'amalgame? Ce ne sont pas seulement les séparatistes finalement qui commettent des exactions. Non, c'est une réalité qu'il y a sur le terrain qu'on a pu observer. C'est une réalité parce que nous, par exemple, nous avons beaucoup de données. Je crois l'aîné Alex Azebadie le sait, quand on élabore le rapport annuel sur la situation des droits humains au Cameroun, il y a beaucoup de données que nous élaguons parce que vous avez des enlèvements qui sont perpétrés dans ces localités, vous avez des tueries, mais attribuées à aucun groupe. Et aucun groupe n'a revendiqué. Mais vous avez des militaires qui sont tués, vous avez des policiers qui sont tués, vous avez les autorités administratives, des fonctionnaires qui sont enlevés, vous avez des civils qui sont tués et qui sont enlevés avec demande de rançon. De l'autre côté, vous avez ceux qu'on soupçonne être des séparatistes qui auraient été arrêtés, tués sur la place publique et aucun groupe ne revendique. Ça rend la chose un peu complexe sur le terrain de savoir exactement qui est en train de faire quoi. Donc à partir de ce moment-là, ça devient compliqué. Nous ne cessons d'interpeller la responsabilité gouvernementale pour dire qu'il faut justement que, au niveau de la sécurité et la protection des civils, que quelque chose soit fait de sorte qu'on n'arrive plus à des situations comme celles que nous vivons aujourd'hui, parce que seulement sur le fait qu'on soupçonne quelqu'un d'être de connivence avec un groupe quelconque, que ça fasse déjà 2 semaines que ces femmes soient arrêtées sans qu'il y ait un document officiel, un mandat contre elles ou quoi que ce soit. L'arrestation était apparemment pour mettre la pression sur leurs conjoints, soupçonnés d'être des séparatistes. Mais c'est quelle règle de droit qui dit ça? Maître Calvin Job, les populations semblent se retrouver dans un engrenage. D'une part, il y en a qui sont soupçonnés de pactiser avec l'armée, pour ne pas dire le gouvernement. D'autre part, il y en a qui sont soupçonnés sur la base de tout et de rien, de faire partie des séparatistes. Il y a quelques jours, le gouvernement était justement dans le nord-ouest, à Bamenda précisément, pour évaluer le plan présidentiel de développement de ces régions-là. Et quelques jours après, notamment ces dernières 72 heures, on compte 7 tueries, parmi lesquelles un gendarme, des séparatistes, entre guillemets. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous appréciez cette situation? Alors pour moi, pour apprécier la situation, c'est important de relater les causes même de cette crise, pour comprendre ce qu'on vit aujourd'hui. On voit qu'en 2016, on part d'une revendication socio-professionnelle des avocats et des enseignants, revendication qui fait l'objet d'une répression qui, nous les juristes, on appelle ça la culpa lata, c'est une faute très grave qui entraîne une radicalisation. Radicalisation qui aboutit à quoi? À un affrontement entre des groupes armés et les forces de l'ordre. Sauf que depuis lors, on n'a plus entendu les groupes professionnels. Ce sont les séparatistes qui sont au devant de la scène. Effectivement, c'est principalement d'eux dont il s'agit. Ouais. Je vais faire un petit écart du côté de mon collègue là, en disant qu'effectivement, il y a une économie de la guerre qui s'est créée. Une véritable économie. Que ce soit de la part des forces gouvernementales, ça on se le dit, c'est une réalité, que ce soit aussi de la part de des groupes armés qui s'appellent ambazoniens qu'on sort. Et effectivement, les populations sont prises entre ces deux feux, et parce que finalement, on a effectivement d'une part les forces gouvernementales, d'autre part les ambazoniens, mais on a aussi dans la population des personnes qui profitent de cette situation. Moi, j'ai des nounous mercenaires de la guerre, voilà, qui reçoivent des appels tout le temps. Nous sommes des ambazoniens, vous devez donner de l'argent, sinon on va arrêter tel, sinon on va arrêter tel. C'est tout un business qui s'est créé. Et une fois que le business est rentré et qu'on est dans cette économie-là, il est difficile pour moi de trouver une sortie correcte ou honorable, si on peut se le dire.
Donc, en mon sens, la situation est telle que on a essayé plusieurs mesures en essayant de ramener certains dits ambazoniens dans les rangs. On a essayé par moments de torpiller pour montrer que quand même l'État est debout, comme on dit, et que l'État maintient la situation, sauf que la réalité, nous qui allons sur le terrain, nous qui savons ce qui se passe, il n'en est rien. Il n'en est rien. C'est une situation de crise qui ne fait que s'empirer, une situation de crise qui remet en cause même l'unité nationale, si on peut se le dire. Donc pour moi, c'est vraiment une question qu'il faudrait régler. Mais vu les timings que nous avons réglés avant le prochain scrutin électoral, mais vu le timing qui est, vu ce qui a déjà été essayé, tenté jusqu'ici, qui n'a pas fonctionné, parce que visiblement on ne prend pas le temps de s'asseoir et prendre des décisions en adéquation avec ce qui se passe vraiment sur le terrain. On a l'impression que nos gouvernants n'ont pas le bon son de cloche. Il y a une version qui leur est donnée et l'autre version qui est totalement soit auscultée, soit totalement ignorée. On va évoquer les défis du gouvernement tout à l'heure, mais Dr Richard Itoke, parlons à présent des enfants. Comment la crise anglophone a-t-elle affecté la vie des enfants dans ces différentes régions? Aucune guerre n'est saine. Toutes les guerres, pendant les guerres, les gens meurent. Les gens sont déplacés. Il y en a qui voient l'histoire de leur vie bloquée, notamment les enfants. À partir du moment où il n'y a plus d'école, donc il n'y a plus d'instruction, c'est toute l'avenir d'une jeunesse qui est hypothéquée. Aucune guerre ne se fait sans prix. Et un prix qui est dur à payer. Dur à payer. Tous les chiffres que nous avançons, en réalité, ce sont des estimations. Je ne vais pas dire qu'ils ne servent à rien, mais les gens savent la situation. Le simple fait qu'il y ait un blocus tous les lundis où on ne fait rien au sud-ouest, c'est une preuve que rien n'est sous contrôle. Rien que ça, une preuve que rien n'est sous contrôle. Tu ne peux plus te rendre sur le nord-ouest. Moi, hier, c'est un exemple personnel, hein, j'ai eu un appel il y a 4 mois de quelqu'un parce que à Mounian, à l'Issokano de Mounian, parce que j'ai travaillé à Bouya au début comme médecin, j'avais des plantations, donc j'ai de l'espace là-bas. Alors pendant longtemps, puis ça avait commencé, je n'avais pas de contact avec le gars qui suivait les plantations, mais subitement j'ai un coup de fil, il me dit viens pour tes plantations, etc. Bon. Je n'ai pas voulu aller, mais j'ai envoyé quelqu'un. Je ne peux pas vous dire ce qui est arrivé. Et comme il disait, c'est que l'économie de guerre s'est implantée. Et c'est implanté parce qu'à un moment, une guerre prend toujours. Au début, les fondements peuvent être politiques, sociaux, les raisons. Mais après, il prend un développement économique. Il y a une économie de guerre qui va servir des desseins politiques. Je vous prends un peu l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale. Si je vous dis que toute la Deuxième Guerre mondiale, le but c'était qu'on ait un État israélien. Il n'y avait rien d'autre. Hein. Le but de la Deuxième Guerre mondiale, c'était qu'il y ait un État israélien. Et comment y parvenir? Déjà, avec à Balfour, en 1917, on promet de créer un État israélien. Mais on le dit parce qu'il faut contrôler tout le pétrole et tout le gaz du Moyen-Orient. Il faut le contrôler. Mais pour le contrôler, il faut être présent. Comment est-ce qu'on va être présent? Au moins, il y a un phénomène historique. Il y a une supposée, c'est pas moi, un supposé peuple qui historiquement a le droit de citer quelque part, etc. Donc, il faut exploiter ça. Les sionistes amènent Hitler au pouvoir. Ah, c'est ça l'histoire, la vraie. Ils s'organisent pour que Hitler prenne le pouvoir aux États-Unis. Et ce faisant, en Allemagne plutôt, en Allemagne. Et ce faisant, donc Hitler prend le pouvoir aux États-Unis et ils disent à Hitler, organise des pogroms. Donc ils encouragent les Juifs donc, deviennent maltraités, ils fuient tous en Palestine, ils fuient tous là-bas. Et après on nous dit le flux climatoire. Donc en fait le but c'est qu'à la fin de la guerre, quand on voit que le peuple était tellement martyrisé,
que créer un état devient quelque chose de naturel pour le protéger. Et si on transpose la situation avec le Cameroun, qu'est-ce que cela sous-entend? Je vais vous montrer, etc. Il faut d'abord comprendre comment les guerres se font. Les raisons qu'on vous donne ne sont jamais les bonnes raisons. Hitler n'est jamais mort dans un bunker dans l'acide, non? Hitler continue de vivre en Amérique latine. Une fausse identité. Oui, c'est la réalité. Il a été exfiltré. La preuve, c'est que tous les savants allemands, certains sont allés en URSS, on continue de travailler là-bas, d'autres on continue aux États-Unis. La plupart des nazis SS ont vécu en Amérique latine. Mais bref, après la Deuxième Guerre mondiale, donc, tout était là pour que les États-Unis aient un 51e État et contrôlent le gaz et le pétrole. Après, on a vu comment ils sont installés partout, des bases militaires partout. Ils contrôlent le pétrole, etc. Ça a commencé avec l'Iran, avec le Shah Pahlavi. Donc, ils étaient installés partout. L'Arabie Saoudite, ils l'ont mis dans la poche. Ils contrôlaient toutes les ressources. C'était le but, créer cet État artificiel. Bon, maintenant, je reviens au cas du Cameroun. Dans une économie de guerre, on parle des seigneurs de guerre. Des seigneurs de guerre. Pas le temps de seigneurs qu'on dit Jésus, non. Seigneur, S-A-I, ceux qui saignent. Vous savez, quand on fait le vin de palme, le gars qui fait le vin de palme, c'est un seigneur. Ouais. Et dans la guerre, et c'est ce qu'on a réalisé. Si vous prenez la fameuse famille Rothschild qui a financé les deux côtés des gars qui se battaient pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est la même chose ici. Des deux côtés, anglophones, francophones, mon analyse de sociologue fait aboutir à la conclusion que ces deux camps s'entendent très bien, savent très bien ce qu'ils font, ces deux les Camerounais. Quand vous parlez de deux camps, et ça enrichissent. Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions? Il s'agit desquels? C'est séparatiste et une partie du gouvernement. D'accord. Qui s'entendent sur le dos des Camerounais. Et effectivement, dans ce désordre, il y a, comme on dit, de grand banditisme qui est rentré, lui aussi, et qui joue sa partition. Je donne un exemple, ça c'est des exemples concrets. J'ai une employée qui perd son beau-frère qui était policier. Après l'enterrer à Bamenda. On leur dit, si tu as fait un policier, fais 3 millions pour qu'il puisse être enterré ici. Voilà les réalités qu'on vit aujourd'hui, qu'il puisse être enterré. Et je leur dis, mais vous ne pouvez pas informer les autorités. Ils vous disent que vous ne savez pas dans quoi on vit. On dit aux autorités, mais ils ne pourront rien faire. Finalement, ils ont négocié pour 1,5 million. Le corps a pu arriver à Bamenda pour être enterré. C'est systématiquement ce qu'il fait. Alors dites-moi, comment est-ce que vous allez prévenir en disant que nous voulons venir enterrer notre corps, mais voilà ce qu'on nous demande. Mais vous dites que nous ne pouvons rien faire. Non, attendez. Si c'était un policier, il aurait pu bénéficier de la même sécurité. C'est ce qu'il dit. Oui, mais il a dit que nous ne pouvons pas. On les regarde, bon, on les écoute, l'oreille distraite, mais à la fin, on ne fait rien. Et ils veulent enterrer leur mort. Vous savez ce que c'est en tradition africaine? Ce que c'est qu'enterrer un mort. Ah, ils sont obligés d'en casquer 1,5 million. Voilà nos réalités. Et maintenant, quand on les analyse, et c'est toujours ça. Parce qu'entre-temps, au plan gouvernemental, à l'extérieur, les sécessionnistes, ils lancent des quêtes, ils accumulent l'argent à gauche, à droite, mènent un train de vie. On voit comment ils vivent à l'étranger. Et au Cameroun, c'est pareil. On va vous dire, il faut acheter telle arme, il faut acheter telle munition. Après, on aura tel ceci, on gagnera, on avancera, il faut ceci. Et les budgets flambent. Mais concrètement, on ne voit rien. Tout à l'heure, il y a plein de choses dans lesquelles l'argent du contribuable part. Par exemple, quand on vous dit, bon, on va rien, c'est un sécessionniste qui... On va les réinsérer. 154 milliards ont été prévus pour la construction de ces régions. Mais le bruit court que la plupart des gens, c'est de venir le grand chemin qu'on reprend et qu'on déguise en sécessionniste. Et forcément, tout cela, c'est de l'argent qui part. C'est ce que nous vivons dans ce pays-ci. Quand il y a l'argent quelque part, on peut tout. Vous voyez, regardez le budget qui est sorti pour le stade de Lembe, avec un hôtel 5 étoiles qui devait sortir. Qu'est-ce que vous voyez en ce moment? Mais on ne bouge pas. Votre développement sur la question donne des sueurs froides, docteur Richard Etoke. On a l'impression que ce n'est pas demain la veille que la situation pourrait s'améliorer dans ces régions. Mais Alex Gustave Azébazé, je souhaiterais que l'on revienne sur la situation des enfants.
à l'ouverture de la session d'évaluation du plan présidentiel pour le développement de ces régions-là, le coordonnateur a évoqué des chiffres et il a parlé de 150 000 enfants qui ont disparu depuis le début de la crise en 2016. Ça fait 9 ans. En quoi la crise pourrait-elle avoir, d'après vous, des répercussions à long terme sur le développement des enfants concernés? Je pense que quand ils mettent l'accent dans la communication publique, c'est-à-dire gouvernementale, sur le nombre d'enfants disparus, parce qu'en droit, je parle sur le contrôle de Maître Diop qui est là, hein, en droit, quand on parle de disparition, ça veut dire qu'un être humain identifié préalablement, on ne sait pas où elle se trouve, on ne sait pas, elle n'est ni déclarée morte, ni trouvable. Donc ça veut dire que le gouvernement met l'accent sur un point qui, de toutes les façons, ne peut faire l'objet d'aucun véritable débat. Justement, on peut s'étonner de ce que ce chiffre soit évoqué, juste comme ça en passant. Bon, voilà. À la suite de l'évaluation, il n'y a pas eu de résolution prise. Pour apporter de véritables réponses à cette question d'enfants disparus. Je crois que ce qui s'est passé la semaine dernière, je crois à Bamenda, quand le ministre s'y est rendu avec une délégation. J'allais dire une cohorte, mais c'est une délégation. On ne dit pas cohorte quand on parle des pouvoirs publics. C'est une manière de bluff en pleine pré-campagne électorale. Parce qu'il faut faire croire à l'opinion publique, ça ne trompe personne dans cette région, qu'on travaille, qu'on bouge. Mais rappelez-vous, quand Maître Diop faisait l'historiographie de cette crise, il a parlé d'une période, 2016, pourquoi ça a été traité comme ça? Mais ça correspond à une période que le gouvernement actuel, le pouvoir qui est en place, est sérieusement en difficulté. Il y a des analystes qui disent que créer cette situation lui permettait d'utiliser les mesures spéciales pour continuer à contrôler le pouvoir politique. Et la politique, c'est le cynisme, en tout cas, pour les gens qui sont héritiers du jacobinisme français ou du cynisme. Et donc, moi, je me souviens à l'époque, j'étais sur un plateau de télévision avec un ami qui me disait ce que, entre guillemets, vos amis, il appelait les avocats, quand on avait arrêté les Agbombala et certains finalement sont devenus sécessionnistes, sont aujourd'hui présentés comme des sécessionnistes. Il dit, leur revendication, ça va servir le gouvernement pour durcir et empêcher les forces démocratiques de continuer à prendre du terrain dans le pays. Et on est en plein dans cette situation-là. Les élections présidentielles de 2018, le gouvernement camerounais les a gagnées dans le nord-ouest. Les élections législatives, alors n'en parlons pas. Le gouvernement camerounais, c'est-à-dire le gouvernement, le groupe au pouvoir, contrôle aujourd'hui dans la région du nord-ouest et du sud-ouest pratiquement 90%, voire 95% de la représentation parlementaire, que ce soit le Sénat, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale. Dans les collectivités territoriales décentralisées, c'est le même rapport, c'est le même ratio. Vous croyez que le gouvernement de Yaoundé là peut contrôler le nord-ouest et le sud-ouest au plan démocratique? Donc, cette petite donnée-là montre très bien que, au-delà de l'économie de guerre qui s'est installée, et moi je vois des immeubles qui fleurissent, on te pointe tel immeuble, on dit c'est pour tel ministre, c'est pour tel général, c'est pour tel colonel. C'est ça, oui. Ah, ça j'ai oublié. Y compris ici à Douala, y compris aussi dans cette ville. Certains utilisent des prénoms, d'autres peut-être pas. Il y a des enjeux cachés dans cette affaire-là. On peut se censurer pendant longtemps, mais à un moment donné, on finit par se dire, parce que ça nous coûte ce que ça nous coûte, l'État du Cameroun n'assume plus auprès de l'ensemble des Camerounais une bonne partie de ces missions régaliennes, notamment au plan social. Aujourd'hui, discutez avec le ministre des Finances, il vous dira, nous avons des difficultés budgétaires parce que l'essentiel des ressources financières de l'État sont destinées à financer ou bien à couvrir les charges
du conflit nord-ouest. Dans le langage officiel, il n'existe pas de guerre dans le nord-ouest. On veut bien comprendre, sauf que les militaires se plaignent de ne pas recevoir leurs primes et autres. Finalement, on va tout cet argent que l'État débourse pour pouvoir soutenir la guerre. Mais ce n'est pas propre aux militaires. C'est propre au Cameroun. Dans tous les secteurs d'activité publique au Cameroun aujourd'hui, dans les hôpitaux, vous voyez très bien que quand tous les services, je dis bien tous les services, y compris le nettoyage, le pansement par une infirmière ou bien par un soignant, est payé par le patient. Je parle des hôpitaux publics, je ne parle pas des cliniques, je ne parle pas des établissements. Dans les écoles publiques, c'est inscrit dans les factures. Bien sûr, c'est inscrit et ça ne semble déranger personne. Et pourtant, l'État a des budgets qui sont financés par nos impôts. Et c'est quand vous entendez souvent le gouvernement dire, le secteur de l'éducation, les ministères de l'éducation, de l'éducation de base, de l'enseignement supérieur et des enseignements secondaires sont les départements qui, cumulés, ont la part la plus importante du budget de l'État. Mais allez voir ce qu'on en fait. Les établissements ne sont pas financés. Le paquet minimum, pour ne parler que du primaire, ne vient pas ou vient pratiquement à la fin de l'année, mais absolument saucissonné. Et c'est les parents, c'est les familles qui financent dans les écoles. Les enseignants pratiquement n'enseignent même plus. Et on vous impose de payer, les enseignants vous imposent de leur payer des royalties ou des cachets de l'ordre de 5 000 à 10 000 francs pour que, si vous voulez que vos enfants aient les devoirs, qu'ils aient accès à un suivi, tout le monde le sait et personne ne fait rien. Quand vous êtes parents, vous y allez, on estime que non, vous dérangez. Comme dit les défenseurs des droits humains, comme mes amis là, je les assiste souvent quand on vient les voir pour se plaindre. Ils ne peuvent même pas dire, ils ne peuvent même pas dire aux gens allez au tribunal. Parce qu'au tribunal, le maître va vous dire, vous savez très bien que les magistrats vont dire, vous avez combien pour nous? Voilà, David Moukoudi, la disparition de 150 000 enfants, c'est énorme quand même. Où sont passés tous ces enfants? Comment on en arrive à perdre de vue autant d'enfants? Où sont passés ces enfants? Est-ce que vous en avez rencontré dans vos activités dans les rues, qui sont détachés de leur famille? Il faut peut-être poser la question au MINDEF, au MINAT, et peut-être aux séparatistes aussi. Certainement à la primature. Non, pourquoi je cite ces structures-là? Parce que, le MINAT, il a tout le renseignement au niveau national. C'est lui qui gère le renseignement interne. Donc, on nous a souvent dit que lorsque nous voulons organiser une réunion publique, lorsqu'on a justement l'intention d'organiser une réunion publique, le MINAC est déjà au courant que ça va troubler l'ordre public. Et du coup, il demande à ses sous-préfets et préfets d'interdire ou alors de s'infiltrer pour pouvoir contrôler. Mais on se pose la question, comment est-ce qu'une zone comme des régions comme le nord-ouest et le sud-ouest, où depuis 2015, on sait ce qui y sévit, on arrive à connaître la disparition de plus de 150 enfants. 150 000. Aujourd'hui, personne n'a... C'est-à-dire qu'on n'a aucune trace. On veut nous faire croire que subitement, notre service de renseignement interne et externe ne fonctionne plus. Ça va fonctionner quand un homme... un leader politique va vouloir organiser son meeting ou sa campagne, ou quand une organisation de la société civile va vouloir organiser une réunion publique ou manifestation publique sur le terrain. Non, c'est vraiment assez grave et on a l'impression que lorsque quelque chose arrive et que ça ne touche pas directement les familles de ceux qui dirigent le pays, ils ne se bougent pas. Vous vous souvenez de cette affaire, de ces préfet, du préfet et sous-préfet qui avait été enlevé au nord-ouest pendant des mois. Il a été retrouvé plus tard. Et vous voyez que lorsqu'il a été retrouvé, il a été relâché, amaigri, et bien il est allé vers qui? C'est-à-dire que même ceux qui sont censés gérer le renseignement, je vous rappelle, son patron direct, qui est le MINAT, était, je crois, la dernière personne qu'il a rencontrée. Donc c'est pour dire, la situation est vraiment assez grave. En attendant que le renseignement nous donne plus d'informations sur la position de ces enfants, d'après vous,
Où est-ce qu'ils peuvent se trouver? Non. Comment est-ce qu'on en vient à perdre de vue autant d'enfants? C'est énorme quand même. On l'a dit ici qu'il y a une économie de guerre qui s'est installée. Donc, autant du côté gouvernemental, ce n'est pas nous qui avions dit à l'époque qu'il y a des Boko Haram parmi nous. C'est du camp gouvernemental que ça avait été dit. Parce qu'ils ont je précise que c'est le président de l'Assemblée nationale, évidemment. Donc, ils ont des informations. Personne ne l'a jamais entendu pour dire parmi eux, là-bas, ceux qui gouvernent, ils ont des gens qui n'ont pas des intentions saines pour le pays. Donc, ça peut venir de là-bas. Ça peut venir également des groupes armés séparatistes qui sévissent là-bas. David, tu permets, Julien? Je vous en prie. Connaissant la capacité, le frère, le docteur Kebor, a dit une chose, parlant de la guerre, de la première et deuxième guerre mondiale, mais connaissant le cynisme des politiques. Ce chiffre-là, de mon point de vue, en tout cas de mon analyse, permet au gouvernement de continuer à vendre à ses partenaires le fait qu'il a 150 000 personnes disparues qui peuvent être les bras armés des séparatistes. Hein. C'est-à-dire que ça crédibilise le discours selon lequel il y a une sorte d'exceptionnalité de l'État. Mais on n'a pas parlé de personnes, on a parlé d'enfants. Mais ils disent que les enfants sont utilisés pour faire les plus enrôlés. Si je peux me permettre, c'est ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. On vous avance un fait pour pouvoir justifier des choses qui deviennent normales. Et là, on parle de 150 000 enfants. Effectivement, dans 2-3 mois, on nous dira, on a retrouvé peut-être, il y a 150 000 Amazoniens qui ont fait ceci, cela, et ça permettra de nourrir la communication gouvernementale. Donc c'est un peu ça le... Et il faut savoir que le discours politique, très souvent, à 110%, est d'abord masse. Il n'est jamais réalité. Et avec toujours une tendance, quand vous sortez 150 000, ils vont toucher le point, c'est qu'au plan enfant, c'est que l'enfant, c'est quelque chose de très délicat. Au plan international, ça mobilise tout le monde. On regarde. À partir de là, des fonds peuvent être mobilisés. Au plan national même, on vous dit non, il faut des enfants, il faut les retrouver. C'est les budgets. L'argent va couler à flot. Et nous savons la kleptomanie généralisée qui reste au sommet chez nous. Laissons tomber le côté vicieux peut-être de l'affaire pour interroger les réalités et l'humanité des personnes qui se soucient véritablement de ces enfants. C'est pourquoi je m'adresse à Maître Calvin Job et David Moukoudi. Pour des organisations comme vous, Au Monde à Venir, le RIDAC, nous les journalistes, on a souvent croisé des très jeunes enfants dans la rue qui nous disent ils ne savent pas où leurs parents se trouvent. Les parents également qui vous disent ils ont perdu de vue certains de leurs enfants. À votre niveau, quelles mesures ont été prises pour retrouver ces enfants disparus ou alors pour créer un contact avec des membres de leur famille? Est-ce que vous en avez déjà croisé quand même? Non, mais bien sûr, que ce soit sur place à Monde Avenir, il y a des parents qui sont souvent venus se confier en nous, mais évidemment qu'on garde sous l'anonymat, on ne peut pas les mettre sur la place publique, évidemment. Même ceux qui sont sur place, on a des informations qui sont partagées avec nous de ce qu'il y a des familles qui ne retrouvent pas leurs enfants, certaines depuis même que la crise a commencé, qui ne retrouvent pas. Mais c'est là, c'est-à-dire que toute l'inquiétude, et c'est à ce niveau que ce qui a été avancé par l'aîné Gustave Azé-Bazé a tout son sens. De dire qu'on avance des chiffres parce qu'il faut se donner une raison de faire quelque chose. Soit une raison de lever des fonds, soit une raison de durcir le temps dans la région. Parce que justement, quand on voit le chiffre, c'est quand même énorme. 150 000 enfants. Ça interpelle l'UNICEF, ça interpelle l'Organisation mondiale de la santé, ça interpelle tout le monde. Les institutions internationales. Parce qu'aujourd'hui, justement, la question de l'enfant, dans presque tous les grands rendez-vous mondiaux sur les questions de droits de l'homme, il y a toujours un point sur la protection et la sécurité des enfants. Toujours. Et donc c'est une question sensible. Arriver à présenter ça et à réussir à vendre ça aux partenaires, c'est quelque chose d'important. Mais pour quelle raison? C'est d'où nous, on a toute notre inquiétude de savoir, ça ne sert à rien de jouer avec les vies des gens. Ça ne sert à rien d'avancer qu'on a 150 000 enfants qu'on doit retrouver, alors que réellement, on ne fait rien pour les retrouver. Les familles sont toujours en train de pleurer les enfants. D'autres
qui ont connu la déclaration de mort de leurs enfants sans jamais avoir vu ces derniers. D'autres qui ont dit, bon, on ne retrouve pas. Certains même, à un moment donné, nous, on a eu des informations de certains parents dont on a dit que leurs enfants avaient été retirés, non, qu'ils avaient été enrôlés et réussi à retirer, le gouvernement avait réussi à les retirer, à les récupérer et qui seraient dans les centres de réinsertion. Mais les parents sont allés là-bas, n'ont pas retrouvé leurs enfants. Ils ont demandé, mais nos enfants, on nous a dit que non, ils ont été retrouvés, ils sont au centre de réinsertion. Où sont-ils? On ne les retrouve pas. Donc, c'est pour dire que la situation est plus que ça. Ce n'est pas à nous de dire exactement où sont ces enfants. Je pense que le gouvernement doit mettre en marche toute la mécanique et tous les éléments nécessaires de renseignement, mais surtout pour retrouver ces enfants que ça fait beaucoup de mois, beaucoup d'années pour d'autres aujourd'hui. Certaines d'entre ces familles n'ont même pas connu la visite officielle des autorités administratives, ne serait-ce que pour les rassurer et les réconforter. Maître Kavanja. Effectivement, enfin, ce qu'il dit là est vraiment, enfin, c'est symptomatique de la situation. Parce que nous, par exemple, au REDAC, en fin d'année dernière, il y avait déjà beaucoup d'appels d'offres pour l'accompagnement au regard de cette situation, pour l'intervention sur le terrain, par rapport à la situation notamment des enfants. Parce qu'effectivement, cette rumeur-là commençait déjà à se répandre. Nous, notre fonctionnement interne, c'est effectivement répondre à ces appels d'offres pour pouvoir engranger l'argent, aller sur le terrain, faire le travail de collecte d'informations, faire le travail de sensibilisation aussi des parents. Bon, malheureusement, la suite, on a dit qu'on ne devait plus travailler, on a dû arrêter là, à ce niveau-là notre implication, mais c'est une question vraiment préoccupante. La question des enfants dans cette zone-là. Ce que Maître Diop dit, ça me permet, les gens vont dire, mais monsieur Azibazi, vous êtes toujours suspicieux de ce qui concerne le gouvernement. Ça me permet de dire que les menaces réitérées et itérées qu'il y a à l'endroit des organisations de défense des droits de l'homme et des organisations humanitaires. Parce que ces organisations de défense des droits humains et humanitaires sont au moment et qui s'occupaient, je ne vais pas dire spécifiquement, mais ils mettaient un point d'honneur à essayer, nous pensions qu'on accompagnait le gouvernement. Mais c'est le gouvernement qui les a suspendus, scellé le siège, et aujourd'hui, les gens certains, comme le REDAC, sont poursuivis. Qu'est-ce que j'entends? L'information, en tout cas, l'élément que Maître Diop vient de donner, c'est-à-dire qu'il y a des appels d'offres auxquels ces organisations ont répondu et qui visaient à justement faire un job, à faire le boulot pour essayer de retrouver ou bien pour identifier, documenter véritablement cette question. Parce que on a l'impression que le gouvernement veut que ça se fasse à huis clos, que personne qui ne soit sous son contrôle ne le fasse. Parce que Richard, qui a été fermé dans le sud-ouest et le nord-ouest, et pratiquement, c'est son job. Hein. C'est une organisation humanitaire dont le travail, j'en parle parce que je suis très proche de ces organisations-là, je discute avec elles, je travaille, je couvre leurs activités, je conseille certains d'entre elles. Je discute avec leurs dirigeants. Elle fait partie des organisations, ou l'une des rares, qui réussissaient à créer les contacts entre les familles, les autorités et bien entendu, et donc qui auraient pu. Jusqu'aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qui a pu piquer le gouvernement, en tout cas le gouvernement à travers son... Quel intérêt le gouvernement avait-il? Quel intérêt du gouvernement à briser sous les dehors de blanchiment d'argent et autres? Moi j'ai entendu que le REDAC qu'on accuse tous les jours là, depuis 15 ans le REDAC n'a jamais rassemblé des fonds qui dépassent, qui atteignent 2 milliards. On blanchit une organisation qui a la tête de l'État, qui couvre 8 pays de l'Afrique centrale. On attend le REDAC pour des histoires de blanchiment d'argent alors qu'elle n'a jamais obtenu des fonds, des financements, quels qu'ils soient, privés, des ONG, qu'on soit, de 2 milliards. Donc, j'étais effaré quand j'ai discuté avec les dirigeants du REDAC quand ils m'ont dit ça. Je croyais que le REDAC avait déjà brassé peut-être des dizaines ou des vingtaines de milliards de francs CFA. Mais 1,7 milliard sur 15 ans, vous imaginez pour une organisation qui couvre 8 pays.
Je dis bien. Allez, Gustave, vas-y. Non, ça m'embête. Je suis désolé, maître, de parler de ça. Parce que je suis choqué. Vous risquez de me détourner de mon questionnaire. Je suis choqué. Mais quel est le problème? Pourquoi on a des problèmes avec les organisations de défense des droits humains et des organisations humanitaires puisque la question, vous l'avez posée à mes deux amis. Ils ne peuvent pas vous répondre parce qu'effectivement, on les empêche. Bon, peut-être on n'empêche pas. Il faut que des organisations qui apportent un plus sur le travail du gouvernement. Qui vont même jusque là où le gouvernement n'arrive pas à partir. Parce que ce qu'il faut relever, c'est que c'est des organisations qui ont quand même un bon crédit auprès des populations, dont les populations même auprès des séparatistes peuvent s'ouvrir à elles. Mais les séparatistes sont d'abord des Camerounais. Pourquoi ils donnent l'impression que c'est des étrangers qui sont arrivés ici? Pour dire des choses qu'ils ne peuvent pas dire de manière aussi ouverte et facile à l'ordre dirigeant parce que certains ont peur de représailles et autres, mais se confier aux organisations. Et quand ça vient à notre niveau, nous, on sait comment on utilise l'information pour la mettre à la disposition des autorités pour action, et de sorte que ceux qui donnent l'information ne soient pas réprimés plus tard, encore que souvent c'est des informations qui incriminent certains de nos frères qui sont dans nos forces de défense et de sécurité. On ne va pas se le cacher. Autant les groupes armés font des choses, mais on a également nos frères qui commettent des bavures. sont relevées des deux côtés. Évidemment, et des fois, ce n'est pas le simple bavure. Vous avez l'impression que ce qu'ils ont commis, c'est prémédité. Docteur Richard Itoke. Je veux dire qu'il soulève un point très important. Autant il faut saluer la bravoure et l'engagement de nos forces de défense, autant, et c'est le hic, parce que j'ai souvent discuté avec eux. Il y a une semaine, j'étais à la banque, une banque à Bonanjo, j'ai rencontré deux jeunes gens. Ils sont de fonds. Ils sont venus toucher leur argent. Donc, un va à la caisse, il attendait 60 000, on dit il a 14 000. Il revient tellement nerveux, il dit qu'il monte là-haut. La banque risque de prendre feu aujourd'hui. Bon. Et pendant que je chante avec eux... 74 000 Oui. Pour un soldat? Oui, pour un soldat. Et avec 14 000, il attendait une centaine. Bref, c'est quoi les réalités salariales? Et quand donc on discute, ils me disent... Non, tu n'as pas vu le bulletin du solde qui montre qu'ils ont 42 000 francs. Ils me disent, c'est que vous ne pouvez pas savoir ce que nous vivons. Autant nos officiers mènent un train de vie d'enfer, autant nous, ici, nous misérons. Mais nous sommes aux ordres, nous devons obéir. Allez, ils savent. Et parfois, ils me disent, nous, dans la situation, on a l'impression que les gens ont les informations, que les gens nous attendent. Ben oui, c'est vrai. Ils disent que les gens confient. Parce que, bon, moi, en tant que c'est vrai que je suis chirurgien, mais j'ai une double formation, une double casquette. Bon, j'ai une formation en sciences humaines, de sociologue. Bien sûr. Et moi, j'aime être au contact. Je prends des photos tout le temps, j'écoute des gens, des inspecteurs. J'aime sentir le pouls de la population. Et avec ce gars, je suis resté à la banque pendant plus de 45 minutes et ils m'expliquaient toute leur misère, comme ils souffrent. Et ils me disent comment ils sont déconnectés avec leurs officiers. On leur dit, allez-y, ils font leur travail. Ils font leur travail. Mais parfois, ils tombent dans les embuscades. Ouais. Il y en a qui m'ont dit que non, à tel endroit, c'était une embuscade, c'était préparé. On savait que nous arrivions. Voilà les réalités. Et quand on parle de l'armée nationale, il faut faire la différence entre ces gars qui se battent tout le temps sur le terrain. Ouais. Et certains officiers qui mènent un train de vie, en fait, profitent. Et c'est eux les vrais seigneurs de cette guerre. C'est ça la réalité. Là, je voulais insister là-dessus. Maître Calvin Job, c'est vrai qu'il y a ces enfants qui sont portés disparus, mais il y en a qui sont restés malheureusement sur le terrain de la crise. D'après vous, quelles sont les conséquences sur la vie de ces enfants à court, à moyen et probablement à long terme? Alors, moi, j'ai pour habitude de dire qu'un gouvernement ne travaille pas pour la génération présente, ni la génération future, mais travaille pour la génération d'avenir. Ces enfants qui sont déscolarisés aujourd'hui, qui vivent dans des conditions d'insécurité extrême, insécurité sociale, insécurité financière, insécurité alimentaire, sont des citoyens dangereux pour l'avenir de notre pays. Donc là, on est en train de semer quelque chose de très dangereux pour l'avenir. Et les conséquences seront assez importantes. Donc, pour moi, il faudrait effectivement qu'il y ait un accompagnement, une présence, que ce soit
même si on a un gouvernement qui est défaillant sur ces aspects-là, une présence gouvernementale ou des organisations que nous sommes, pour accompagner, faire un travail de fond. Sans ce travail de fond-là, on va avoir dans les années à venir de grosses inquiétudes quant à l'insécurité globale et même le niveau de scolarisation de jeunes Camerounais. Voilà, justement, on parlait de 15 000 enfants qui pourraient ne pas être scolarisés dès la prochaine rentrée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est un signe assez significatif. C'est très significatif. Les autres ont disparu, ils vont pas les voir. Non, mais c'est ça. Surtout que les chiffres qu'on donne, comme on a dit tout à l'heure, il faut souvent les multiplier par 2, 3, 4 par moment, parce que c'est pas la réalité même factuelle du terrain. Au début de la crise, Dr Richard Etoquet, des observateurs faisaient comprendre que ce type de crise qui commence, on a l'impression de la prendre à la légère, finit par s'enliser, peut-être durer pendant plusieurs années. En Amérique du Sud, on prenait l'exemple des FARC, qui ont finalement, qui sont redevenus républiques là, entre parenthèses. Est-ce qu'on a l'impression que la crise anglophone pourrait se complexifier autant que celle des FARC? J'ai deux approches de cette crise. Mais je prends d'abord un exemple simple, un mariage. Deux personnes sont mariées. Puis à un moment, pour X, Y, il y en a un qui veut divorcer. Vous devez la justice. Peut-être que la justice ne prononce pas immédiatement le divorce. On essaye, il y a un période d'essai où on essaie de vous réconcilier. Bon. Moi, comme tout le Maliden, nous, on est contre la partition du Cameroun. Ouais. Mais c'est une position, quoi qu'on dise, qui découle juste d'une vision. Mais la vision n'est pas scientifique. D'une idéologie, tu veux dire? C'est vraiment une idéologie. Sauf que l'idéologie semble plus être très visible sur le terrain. On a beaucoup plus... Je continue. Vous avez parlé dans le livre, je vais parler maintenant. Ceux qui décident à un moment pour la partition, ils ont aussi notre vision. Et cette vision part toujours de l'idée que tu as de toi-même. Ce que tu peux endurer dans une relation. Est-ce que tu ne peux pas supporter? Bon. Moi, à mon fort intérieur, donc, comme dans un mariage, quand c'est comme ça, vous vous asseyez, il faut absolument que vous asseyez pour discuter. Parce qu'après, les conséquences, quand on va parler des enfants qui vont souffrir d'un divorce. On s'assied pour discuter. Or, ça, je me suis demandé si nous sommes vraiment assis pour discuter. Il y a eu le dialogue national en 2019. Je viens. Quand on discute, les vraies discussions, sur les problèmes aussi sensibles. Vous n'appelez pas 10 000 personnes pour débattre d'un problème aussi sensible. Ça n'a aucun sens. Quand vous débattez des problèmes sérieux dans un village, ce n'est pas tout le village qui vient. On choisit les trois têtes qui vont réfléchir et apporter une décision. Vous savez très bien que quand on lui dit 10 000 personnes, c'est la vraie cacophonie. Rien n'en sortira. Bon. Donc la première hypothèse pour moi, c'est qu'on n'a pas vraiment travaillé, fait ce qu'il faut pour se comprendre. Moi, je suis contre la partition. Mais l'autre qui parle de la partition, qui est pour la partition, je ne dis pas qu'il est un fou. Je ne dis jamais. Bien. Maintenant, la deuxième hypothèse, et c'est celle-là qui répond à l'origine de Machiavel. Parce que je sais très bien que, tout à l'heure, l'exemple que j'ai donné, les Anglais avaient leurs installations et payaient eux-mêmes des gens pour les détruire et mettre ça sur le dos des Palestiniens, avant que les Juifs arrivent. Vous voyez un peu? Et je me dis, ça c'est notre hypothèse. Et si ces seigneurs de guerre avaient tout organisé pour nous donner l'impression qu'il y a véritablement une partition, alors qu'en fait, fondamentalement, c'est pas ça. Le cynisme politique est tel que vous ne pouvez pas l'imaginer. Je ne vais pas me citer des histoires qui font mal aux gens, mais quand vous voyez quelqu'un comme... le nom ne me vient pas très bien, c'est quelqu'un, Mpondo, qui va être assassiné pour assassiner son enfant. Oui, le pétrolier. Pour une histoire. Il faut à quel point un politicien peut être cynique. Ouais. Maintenant, les histoires qui sortent sur l'attentat du 11, les documents qui sortent, et que les États-Unis ont eux-mêmes fait tomber le tour.
Non. Parce qu'en fait, le scientifique... Pour se donner une raison... Ça pourrait être possible. Non, scientifiquement, on sait que ça ne peut pas être possible. Aucun avion pouvait arriver à faire tomber ce truc. Et quand on voit les immeubles, on sait que l'immeuble est tombé comme ça. Comme exactement comme on détruit les immeubles. En Occident, les vieux immeubles qu'on a détruits. Ils tombent comme ça. À partir du bas. Tu connais les études. La politique, à un moment, est tellement vicieux. Il ne faut pas imaginer ce que les politiciens peuvent faire pour se donner les raisons d'aller faire certaines choses. Et on sait qu'ils sont allés en Irak sous prétexte qu'il y avait... On sait tout ça. Mais pour revenir, je dis, l'autre hypothèse, et il ne faut pas la rejeter. En fait, est-ce qu'il y a vraiment eu un besoin, il y a vraiment eu un élan de partition, etc. Où on nous a donné l'impression que les gens voulaient prendre des armes pour partition. Justement, ça fait quelques années qu'on n'entend plus parler de cette idéologie ambazonienne, c'est-à-dire de se retirer du Cameroun, créer son État propre. On entend beaucoup plus les revendications, les rapts, les enlèvements avec demande de rançon. Oui, parce que très souvent, ça c'est un peu comme une parole. En public, tu sors ta parole, tu as une idée que tu veux émettre. Mais quand on va l'analyser, elle va produire, parce que tout est polysémique, elle va produire d'autres sens. Ouais. Un sens que tu vas plus contrôler. C'est la même chose. Tu commences une action, mais tu ne la contrôleras pas du début à la fin. Il y a des choses qui t'échapperont. Le grand banditisme y est entré. Personne n'a dit que le grand banditisme y entre. Mais il y est entré. Bien sûr. Il y est entré. Donc tu commences une chose. Avec des règlements de compte. Et des règlements de compte. Parce qu'à un moment, certains ont vraiment joué le jeu. Je vous dis par exemple, vous savez, la guerre froide, quand on a opposé l'Est et l'Ouest, mais est-ce que vous savez que pendant ce temps, quand les gens se battaient, nous étudiants on s'est battus, hein, gauche contre droite, etc. Mais vous savez que c'est les mêmes familles mondiales qui contrôlaient les deux camps et qui les alimentaient. Ah, ça, vous ne pouvez pas savoir. L'histoire, ce soir, quand Kennedy meurt, on trouve que c'est Oswald qui l'a tué. Mais maintenant, depuis... Quand on analyse la scène du crime, on se dit que ça ne peut pas être possible. Maintenant que les documents sont déclassifiés, on sait que Kennedy était opposé à ce qu'Israël ait la bombe atomique. Et ceux qui l'ont amené au pouvoir lui disent que ce n'est pas pour ça que nous avons amené au pouvoir. Laisse-nous faire les choses comme elles doivent être faites. Parce que même tu avais mis là, on va t'enlever. Et comme il résistait, le Mossad avait la situation organisée pour le tuer. Les documents sont dehors. Hein. C'est déclenché. En ce cas, c'est Israël qui l'a tué. En fait, et les Américains savaient eux-mêmes qu'il fallait que Kennedy meure pour que Israël ait la bombe. Parce que lui ne comprenait pas que Israël, c'est le 51e État des États-Unis. Il fallait avoir un pied là-bas pour contrôler le Moyen-Orient. Alors, dans ce point, au Cameroun, ce n'est pas exclu que les gars de toutes pièces nous aient mis dans un scénario où ils donnent l'impression qu'il y a une guerre. Mais entre-temps, nous avons joué le jeu, on a cru à ça. On a commencé à prendre un camp, l'autre camp, à s'affronter. Quand les intérêts politiques passent, ce sont les populations et leurs intérêts qui tranquent. À l'aide du ça basé, il y a l'ancien président sud-africain, Thabo Mbeki, qui a fait une sortie sur une radio namibienne, je pense bien, il y a quelques mois, tanzanienne, voilà, pour regretter le fait que le président Paul Biya n'ait pas accepté la main tendue d'anciens chefs d'État qui s'étaient constitués pour proposer de l'accompagner, pour assurer la médiation dans le règlement de cette crise. Pourquoi ce refus, d'après vous? Vous croyez que ça arrange les puissances tutélaires de Il va dans le sens de ma deuxième hypothèse. Ça n'arrange pas les puissances tutélaires qu'il y ait un règlement. Je dis bien les puissances tutélaires de ce régime politique. J'entends la France et les autres. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette crise, le gouvernement refuse d'appeler ça guerre. Mais je vois des images que vous diffusez à l'enfant sonore. Je vois des gens habillés en treillis militaires et tout le reste, à gauche, à droite, de part et d'autre. Ça a les apparences d'une guerre. Mais elle sert les intérêts d'une cause. Au moins au plan politique, j'ai la conviction que ce conflit-là sert les intérêts de la conservation du pouvoir par le groupe au pouvoir. Ne serait-ce que parce que 20% de la population camerounaise, qui depuis au moins 1990 ne votait jamais le pouvoir, est aujourd'hui presque exclu du jeu électoral. Vous savez très bien que l'une des raisons de la décrue du SDF, par exemple, c'est
c'est le contrôle, c'est la perte de ces régions-là. On peut toujours dire que c'est parce qu'ils étaient devenus faibles, mais on a monté des scénarios par lesquels le SDF s'est retrouvé au milieu du marteau, entre le marteau et l'enclume. Et le RDPC est devenu très populaire dans les régions pendant la guerre, pendant la crise. Le RDPC n'a pas besoin d'être populaire. Il a eu besoin de peu de voix qu'il y a là-bas, qu'il avait déjà pour lui donner la légitimité des le petit peuple qui quitte, c'est les militants de l'opposition, c'est les électeurs de l'opposition. Le petit peuple qui n'ont aucune protection pour rester. Mais qui restent, les personnes qui restent sont les personnes qui ont plus ou moins la couverture de l'État. Le RDPC est un parti très proche de l'État, je ne veux pas dire un parti État. Ça, c'est d'un. La seconde chose, c'est que cette crise, tant que ce pouvoir sera en place, et je pèse mes mots, elle ne se terminera pas. Moi, je suis désolé de parler comme ça. On s'achemine à la deuxième élection présidentielle. On va à une élection présidentielle, en tout cas à la deuxième élection, avec cette crise. Ben, c'est l'un des enjeux. Si les Camerounais veulent qu'il y ait un début de quelque chose pour la résolution de cette crise, en tout cas qu'il y ait une autre perspective de résolution, mais ils savent ce qu'ils ont à faire. Ce pouvoir a organisé un grand dialogue, on a vu. Le grand dialogue. Mais après avoir démontré, Alex Dussave et le docteur Richard Itoke, que ce n'est pas toujours la volonté du peuple qui primait, on a bien envie de croire que ça risque d'être très difficile. C'est pas demain la veille que la crise malgré tout ce qu'on dit, favorable. Avec le monsieur qui est en face, on participe, je parle de David Moukoudi, on participe à des groupes où on encourage les citoyens à s'inscrire, à participer aux jeux institutionnels. Parce que nous n'avons pas d'autre choix. Le choix que nous avons, c'est de dire, à un moment donné, si on sort en masse pour aller voter, je suis désolé de dire contre ce pouvoir, ben, on a peut-être une chance de voir les choses commencer à se régler. On sort du débat. Maître Calvin Job, quelles mesures devaient être prises par les autorités pour protéger les droits des enfants en période de conflit? Alors, il faut, dans un premier temps, déjà accroître la sécurité, parce que, bien évidemment, c'est l'élément principal, parce qu'il faut que l'État... Enfin, c'est un peu difficile de dire ça quand on sait ce qui se passe vraiment, mais il faut que l'ordre revienne dans ces zones. Une fois que l'ordre est revenu, on pourra effectivement réorganiser la vie sociale. Et pour ça aussi, dans la réorganisation de la vie sociale, il faudrait qu'on puisse tenir compte. On a parlé, à l'issue du grand dialogue national, on a parlé de décentralisation renforcée, statut spécial pour les deux régions. Il faudrait vraiment renforcer, parce que l'une des causes de cette crise, c'est aussi que finalement, en discutant sur le terrain, sur place, on a des magistrats francophones qui viennent, qui ne parlent pas un mot d'anglais. Oui. Sur place, on capte plus les chaînes nigérianes que la CRTV. Parce que rien n'est organisé pour qu'on puisse, que les infrastructures soient fonctionnelles. Donc il faudrait tenir compte de tout, cette particularité locale, cette particularité de cette région, pour faire en sorte qu'il y ait plus ce sentiment d'exclusion. Donc on met en place des mesures d'inclusion de ces zones-là. Une fois qu'on aura fait ça, une fois qu'on aura amélioré aussi le dialogue, on a parlé de dialogue, pour résoudre ces questions-là. Je sais qu'actuellement, j'ai lu qu'il y a des débats sur l'organisation de ce dialogue interne entre ceux qui privilégient un tiers extérieur, notamment la Suisse, pour régler la médiation, et ceux qui privilégient les locaux pour régler la médiation. Moi, à mon sens, je pense que quand on arrive à ce niveau-là, localement, ça ne peut pas donner. Il faut qu'il y ait un tiers qui dise allez, asseyez-vous, on discute ensemble, on voit comment on peut trouver les solutions. Voilà, en quelques mots, ce que je pense peut permettre d'améliorer la situation locale. David Moukoudi, nourrir le sentiment, faire grandir le sentiment d'appartenance, c'est l'une des solutions, bien évidemment. Mais on parle de la situation des enfants qui se retrouvent malheureusement au milieu de ce conflit. Il s'agit quand même de l'avenir du pays, l'avenir du Cameroun. Est-ce qu'on ne penserait pas que des organisations comme la vôtre puissent
faire passer des messages de sensibilisation, même auprès des séparatistes, sur l'intérêt à protéger les enfants? Mais évidemment, ce n'est que ce que on l'a plusieurs fois demandé, et que le gouvernement permette aux organisations de défense des droits de l'homme d'avoir accès à ces territoires pour enquêter, pour collecter des informations. Également, vous vous souvenez que même les Nations Unies ont eu à faire la même demande à l'État du Cameroun de permettre qu'ils puissent aller sur le terrain pour faire une sorte d'enquête de ce qu'il y a comme situation réelle sur le terrain, afin d'adresser des solutions adéquates. Jusqu'ici, il n'y a pas eu une réponse favorable par rapport à cela. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse l'audit réel de la situation. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à ce qu'on a plus de 150 000 enfants qui sont disparus, 15 000 qu'on nous annonce qui ne vont pas retrouver le chemin de l'école d'ici la prochaine rentrée. Plutôt de 1500, je me suis trompé sur 1500. Voilà, 1500 d'ici la prochaine rentrée scolaire, c'est beaucoup. Ouais. C'est énorme. Ici, nous ne pouvons pas sortir des solutions magiques, mais je crois que l'une des pistes serait de renforcer la discussion, le dialogue. On nous a dit, après le grand dialogue de 2019, l'État renforce, le dialogue va se poursuivre. Mais où est ce dialogue qui se poursuit? Parce que si le dialogue se poursuivait réellement sur le terrain, on n'arriverait pas à des situations comme celle-ci, qu'on ait autant d'enfants qui soient disparus et que personne ne sache où ils sont. Ça veut dire qu'à un moment donné, le gouvernement a arrêté de dialoguer avec les acteurs locaux, que ce soit les organisations de la société civile, les organisations humanitaires, les familles et bien d'autres acteurs, même les partis politiques aussi qu'il faut mettre dans ce jeu. Ça a été coupé. Donc je pense qu'il faut qu'on renforce cela, qu'il y ait effectivement un audit qui soit réalisé de la situation réelle et des besoins réels dans ces localités. Et autre chose aussi qu'on peut prendre comme une piste de la question de la sécurité, que pour ma part, je pense que jusqu'à présent, les régions, les familles, les citoyens, les populations ne sont pas assez sécurisées là-bas au nord-ouest et au sud-ouest. Vraiment, c'est pas de mettre un soldat devant chaque maison, mais je pense qu'il y a des zones critiques et des localités importantes où on devrait déployer une bonne stratégie militaire. Mais à côté de ça, je vais vous donner une autre piste. Si c'est au sein de notre gouvernement, vraiment, si nous voulons mettre terme à cette situation de crise dans ces deux régions, il faudrait qu'on lance une véritable recherche de ceux qui sont dans notre camp et qui commettent des choses... Et qui sont contre nous. Qui sont contre nous. Voilà. Je le dis comme ça. J'allais dire les revendications profondes, les enjeux politiques et la méfiance mutuelle, malheureusement, ne contribuent pas à trouver une solution à la crise. Ça reste un défi pour le gouvernement camerounais. Alors que le Cameroun se dirige à sa deuxième élection présidentielle, la situation reste toujours très critique sur le terrain. Nous sommes en train de sortir. Docteur Richard Itoker, rapidement. Je veux dire que par rapport au fameux débat national qu'il y avait eu, quand il y a un débat comme ça, là, quand vous voulez faire la paix, il y a des symboles qui doivent se rencontrer. Ouais. Or, je n'ai pas l'impression que ça a été fait. Qui discutait avec qui? Et les personnes qui discutaient du camp anglophone, est-ce que symboliquement, ils représentaient le courant des idées, toutes les idées de l'autre camp? C'est une vraie question. Vous allez chercher des fous-fifres qui viennent s'asseoir là pour discuter des belles nationales. Attendez. Le Cameroun a-t-il les moyens de régler définitivement cette crise? Mais si, le Cameroun peut régler. Seul l'avenir nous le dira. Merci à Dr Richard Itoker, Maître Calvin Diop, David Moukoudi et Alex Gustave Azébazé. Merci à vous, chers messieurs et dames, d'être restés devant votre petit écran. Restez sur Balafon Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain 19h30. Bonne fin de soirée à tous.